Bonjour tout le monde, salutations à la distance. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi ou soirée, selon la place où vous êtes. Bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Au nom de la Confédération panaméricaine de badminton, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre programme Coach Corner. Mon nom est Adrien Gomez et j'ai l'honneur d'être votre modérateur depuis la ville de San José, Costa Rica. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir une personne qui est la plus connue du badminton à niveau mondial. Je parle du professeur Philippe Limousin de France, qui nous présentera un sujet très intéressant pour tout le monde, pour tous nous les entraîneurs. Et bon, ce sujet sera de connaître les processus, les parcours afin de le développement du badminton, lesquels allaient à tant que titre les fondations de développement du badminton français. Mais avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit sommaire de notre exposant. Actuellement, Philippe, il est le directeur technique national de la Fédération française de badminton depuis 2013. Il est l'entraîneur national pour les ANSEP, qui sont les centres de haute performance en France. Il est aussi des directeurs de haute performance. Il était un entraîneur et dirigeant de son club. Il était un professeur d'éducation physique. Il travaillait dans des régions de haut risque avec des publics difficiles. Bon, sans plus tarder, je me permets de donner la bienvenue au professeur Philippe. Bon après-midi. Bienvenue à notre programme. Merci de partager vos connaissances avec nous et de nous accueillir depuis de chez vous, qui est situé à Paris, France. C'est à vous. Merci Adrián. Buenas noches a todos. Feliz de estar contigo para compartir la fraternidad del badminton. Feliz con estas pocas palabras en tu hermoso idioma, el idioma de Carolina Marín, el idioma también de los amantes del badminton, pero te presentaré mi trabajo en francés y te lo agradeceré. Welcome in France. Bienvenue à Paris et merci à tous pour l'honneur que vous me faites de vous présenter le badminton français. Je vous en remercie. Cette présentation, je l'ai déjà faite en Chine et en Indonésie et aux Pays-Bas et en Angleterre. Et voilà, je suis très très heureux de partager avec vous ce moment fort et qui nous rassemble au travers du badminton. Donc, en quelques slides, en quelques diapositives, je vais essayer donc de vous, tout simplement, de vous dire comment on a fait en France pour construire ce badminton. Il y a une dizaine de jours, Christophe Jean-Jean, qui est l'un de mes collaborateurs, vous a présenté le très haut niveau. Et là, ce soir, je vais vous présenter comment nous avons développé ensemble, avec toute une équipe qui est derrière moi et surtout des élus, ce badminton français. Donc, je vais commencer un petit peu comme Christophe en vous rappelant par quelques chiffres quelle est notre réalité, à savoir un petit peu une diapositive de notre fédération. Aujourd'hui, vous le savez, depuis la semaine dernière, nous sommes en France 200 000 fanatiques de badminton. Et surtout, nous avons et nous fonctionnons grâce à des volontaires, à des bénévoles qui, chaque année, donnent 70 000 actions de bénévolat. Donc, c'est énorme. Et ce bénévolat est vraiment l'un des piliers forts, des piliers très, très forts de notre fonctionnement. En quelques mots, une présentation donc de notre fédération. Comme je vous le disais, 70 000 volontaires qui, dans notre fédération, portent le badminton. Et je me suis permis de vous mettre ici quelques dates, des dates importantes de la vie de notre fédération. Une fédération qui a été d'abord créée en 1934, puis qui, en 1942, a été arrêtée par l'Allemagne nazie
qui n'a pas souhaité que notre fédération continue parce que trop anglaise. L'Allemagne nazie a arrêté le badminton en France. Donc évidemment, ça a été très dur pour les Français qui jouent au badminton déjà à cette époque-là. Et il a fallu attendre 1979 pour que nous revenions en tant que fédération. Et il a fallu attendre bien plus longtemps encore. Il a fallu attendre 1997 pour avoir notre première médaille européenne. Et il a fallu attendre 2017 pour avoir notre première médaille d'or européenne. Christophe vous en a parlé et ces quelques dates rappellent le parcours de notre fédération. Notre fédération fonctionne avec un budget de 8 millions d'euros qui sont destinés au sport de très haut niveau et 2,5 millions qui sont destinés sur le badminton pour tous les fanatiques de badminton, pour monsieur et madame tout le monde qui font du badminton. Et les autres financements sont destinés aux régions et sont destinés au fonctionnement de la fédération. Notre fédération est démocratique, elle fonctionne avec un board, avec un président et avec, à côté du président, un DTN. Et je suis donc le directeur technique national et je suis un fonctionnaire d'État placé auprès de la fédération avec une équipe de 27 collaborateurs dont j'imagine très bien qu'aujourd'hui vous connaissez Christophe, mais vous devez aussi tous connaître Olivier Bim, qui est pour moi un collaborateur très très précieux. Le badminton en France se fait en proximité dans 101 départements et dans 18 régions. Il est basé sur 2000 clubs, 2000 associations et parmi ces 2000, il y a 1200 associations qui ont une équipe entièrement consacrée à l'école de badminton. Aujourd'hui, en France, nous avons 4 médailles mondiales, dont 3 qui sont portées par le badminton paralympique. Et chiffre important, la dernière ligne, nous sommes en France le premier sport enseigné en éducation physique. Quels sont les soutiens de notre structuration? Dans un premier temps, je vais vous parler de ce que je propose ici en tant que l'âme et les objectifs de notre fédération. L'âme de notre fédération, ce sont les volontaires. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont eux qui font tourner la fédération gratuitement, bénévolement. Ce sont des gens qui donnent du bien pour aboutir à l'objectif de remplir, si possible, l'objectif de participer aux rêves de haut niveau des plus jeunes, mais aussi au bonheur de tous les membres qui peuvent, comme nous tous, trouver dans le badminton vraiment toutes les joies du badminton. Ces 2 piliers fonctionnent sur un pilier d'État, et je crois que c'est très important à vous signaler ce soir, le pilier de l'État et le pilier de l'association. Le badminton français fonctionne sur ces 2 piliers. Le pilier d'État fonctionne sur les principes de la devise française: liberté, égalité, fraternité. Et cette devise est abordée au sein du sport français. Et moi, en tant que fonctionnaire, agent de l'État, placé auprès de la fédération, j'amène ce discours avec 27 collaborateurs et nous sommes tous payés par l'État et positionnés auprès de la fédération qui, elle, fonctionne sur un système démocratique selon la loi de 1901 qui permet à tout un chacun de devenir président et d'apprécier et d'apprendre la vie démocratique. Au niveau des régions, c'est exactement pareil. Des boards sont définis dans cette logique démocratique et permettent un fonctionnement où tout le monde peut apporter sa vision du badminton,
la partager et ensuite élire des délégués pour ensuite définir un président de la fédération à côté de qui je travaille au quotidien. Donc, un État très fort à côté d'une fédération de 200 000 personnes. L'État, pour permettre le fonctionnement de la fédération, donne 2 millions d'euros à la fédération, plus le salaire des 27 cadres techniques, dont mon salaire. Mais il donne aussi des subventions locales au niveau de nos régions. Donc, ces subventions sont essentiellement destinées pour, en région, le sport pour tous. De l'autre côté, la fédération, elle, de son côté, fonctionne pour chaque club avec des subventions locales de la commune, des subventions qui sont issues des événements que chaque club peut produire, mais aussi, bien évidemment, avec le financement de chaque membre, qui là s'élève à 50%. Donc, voici le système de fonctionnement financier de notre système. Il était important que je vous le rappelle ce soir, puisque c'est un financement à la fois d'État et, bien sûr, des membres. Donc, vraiment, la France est heureuse de faire du sport à tous les Français. Elle s'en donne les moyens. Et je trouve que ça, c'est la particularité de notre nation. Tout ça inspiré par la devise française, liberté, égalité, fraternité. Qui veut faire du sport, fait du sport, c'est la liberté. Mais l'État donne à tous cette possibilité, c'est l'égalité. Et bien évidemment, quel plus beau sport que le badminton pour faire comprendre la notion de fraternité. Ensuite, mais quelles sont mes missions et quelles sont les missions de mon équipe? Bien évidemment, c'est de soutenir le badminton dans toutes ses activités. C'est positionner fortement le badminton à l'école, et on y reviendra tout à l'heure. C'est participer à la santé des Français. C'est aujourd'hui développer la transition écologique du sport. C'est garantir à tous la possibilité de pratiquer du badminton, que l'on soit femme, homme, handicapé, tout le monde doit pouvoir pratiquer du badminton comme il le souhaite. Et tout cela en sécurité, dans des notions d'éthique importantes, et l'État français y veille au travers de tous ces agents qu'elle a mis au sein de la fédération, et tout cela est porté aussi ensuite, comme ce soir, pour partager avec vous cette vision du sport français à l'extérieur de nos frontières, un badminton démocratique, soutenant tous ceux qui souhaitent faire du sport et du badminton. Et c'est ça, je crois, qui est très très important ce soir à vous rappeler. Nous sommes là au service du badminton, de tout le monde, avec une structure professionnelle essentiellement financée par l'État. La fédération, rapidement, est devenue, et j'ai mélangé ici les symboles olympiques et paralympiques. Depuis un an, la Fédération française de badminton est devenue une fédération qui, à la fois, a un objectif olympique, mais a aussi un objectif paralympique pour former une seule équipe de France. Pour arriver à faire tout cela, la fédération s'est organisée autour d'un président, un chairman, Florent Chaillet. L'État m'a positionné à côté du président et nous fonctionnons à la fédération avec 3 secteurs. Le secteur sportif, dans lequel vous avez connu Christophe et qui vous a raconté le secteur sportif. Nous avons un secteur que l'on appelle territoire durable, sur lequel on travaille pour le badminton pour tous. Et ensuite, bien évidemment, un secteur administratif et financier, mais aussi un secteur de communication. Nous avons également
un secteur de relations internationales, et c'est Olivier Bim qui porte ces relations internationales. Olivier Bim qui est très présent en Amérique du Sud, très présent sur la francophonie, et qui justement nous permet de développer la vision du badminton telle qu'elle est en France. Et je pense que ça aussi, c'est très, très important. Et enfin, un secteur particulièrement important pour le futur du badminton français, celui de la formation et de l'emploi, c'est-à-dire de la professionnalisation et, si possible, d'une formation de grande qualité. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de comment on a monté le badminton, surtout pour le haut niveau. Même si Christophe vous en a parlé, je vais revenir sur quelques points et systématiquement, vous voyez bien que je vous rappellerai toujours les volontaires, les amateurs, ceux qui font le sport, l'État et la fédération. C'est notre système de fonctionnement. Si on oublie ça, on oublie toujours quelque chose. Donc, dans un premier temps, je vais donc évoquer avec vous notre vision, à mon équipe et à moi, portée par la fédération, de la construction du haut niveau. D'une façon surprenante, nous avons construit le haut niveau la tête en bas. La France a commencé à construire le haut niveau dans les années 1984 et essentiellement à partir des années 1990, à partir d'une équipe de France. Elle n'avait pas construit la base. Elle avait construit d'abord l'équipe de France pour amener du rayonnement, amener de la visibilité au sein d'un pays qui ne connaissait pas le badminton. Le badminton était essentiellement connu dans les cours d'éducation physique et sportive. Donc, à partir de 1988 et surtout à partir de 1992, et l'olympisme, le directeur national de l'époque a ouvert un centre national à l'INSEP, que l'on appelle un pôle France. Il a également ouvert 9 pôles en région pour essayer de développer le badminton, pour commencer à le structurer. Mais bien loin de lui la possibilité, dans un premier temps, de faire de très haut niveau. Le très haut niveau était fait par des joueurs exceptionnels qui étaient venus sans trop de formation, comme Christophe, qui est devenu l'un des plus grands joueurs français, et qui, sans trop de formation, et grâce à son papa qui était prof de PS, a pu arriver à rejoindre le haut niveau. Il n'y avait pas vraiment de dispositif de développement, mais par contre, à l'époque, et très rapidement, et c'est Olivier Bim qui a porté ça, un plan de formation pour les entraîneurs avait été mis en place. Ça, c'était les années 90, donc jusqu'aux années 2000. À partir des années 2000, et je vous demande d'accepter mon niveau d'estime, c'est là où je rentre. Le directeur technique de l'époque me fait confiance pour structurer et reconstruire, apporter des dispositifs pour bien construire le badminton français pour qu'un jour, il puisse amener des médailles sans forcément passer par des étrangers. Et évidemment, Anguiane est venu nous aider pour porter le badminton de très haut niveau, mais ma mission à moi, c'était de construire petit à petit le haut niveau au travers des structures de clubs dans lesquelles nous avons mis en place PassBad. Je crois que Christophe vous en a parlé, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Et ce que j'ai essayé d'insuffler, c'était de dire, avant de partir sur des champions, construisons à partir des compétitions par équipe dès le plus jeune âge. C'était pour moi quelque chose de fondamental pour apprendre le haut niveau. Et bien évidemment, j'ai été partout sur toute la planète pour voir comment ça se passait. Et nous avons pris ce parti et ce pari avec le directeur technique de l'époque de développer à partir des compétitions par équipe. Nous avons mis en place une coordination des différents centres régionaux. Nous avons apporté des dispositifs pour tout simplement mettre en place de la qualité dans les entraînements. Et on a essayé aussi de s'immerger tous, nous les entraîneurs à l'époque, dans le badminton international et voir comment ça se passait en Indonésie, en Chine, en Angleterre, aux Pays-Bas, au Danemark, bien sûr. Et comme ça, nous avons appris
au contact donc de deux choses, les compétitions par équipe chez les jeunes et l'immersion à l'étranger. Ensuite, bien évidemment, on a apporté beaucoup de formations à nos entraîneurs sur le double, qui ne connaissaient pas le double. On a développé la possibilité de la concurrence entre les différents pôles. Et puis, j'ai pris ma valise et puis j'ai fait tout le tour de France, souvent, pour apporter des formations sur le haut niveau. Donc, il a fallu beaucoup s'investir, mais ça a porté ses fruits, comme vous le verrez dans quelques instants. À partir des années 2008-2012, nous avons continué à apporter à ce système basé sur les jeunes une véritable politique nationale qui a été totalement appréhendée par le territoire. Christophe vous a parlé la semaine dernière des différents dispositifs, du club à venir, du dispositif de détection. Tout ça s'est mis en place sur des idées que j'avais, que j'ai apportées, des idées qui venaient du basket, qui venaient de la natation, et j'ai fait tout ça, j'ai mis en place tout ça. À l'époque, je ne suis pas directeur technique, je suis directeur technique national adjoint, en charge de mettre cette structuration. Et petit à petit, en privilégiant les compétitions par équipe, nous avons des talents qui ont émergé de ces équipes. Et avec ces talents, nous avons pu conquérir la première médaille européenne chez les jeunes en double homme, une médaille d'or, avec un partage avec l'Irlande, puisqu'il y avait un joueur irlandais et un joueur français, mais ce joueur français avait été entièrement formé en France. Il avait émergé grâce à ce système de formation, et nous avons pu, en l'associant à un bon Irlandais, arriver à avoir cette médaille. Nous avons continué à promouvoir au niveau de nos régions la qualité sur la vitesse, sur le volume d'entraînement. Et petit à petit, tout ça s'est construit et nous sommes arrivés à avoir des résultats que Christophe vous a déjà rappelés, grâce à tous ces centres qui aujourd'hui sont sur toute la France. Vous voyez, les centres nationaux, bien sûr, mais les centres régionaux, un petit peu éparpillés sur toute la France. Nous avons pu arriver à construire des médailles. Chaque année, à l'intérieur de nos pôles, c'est environ 110 jeunes qui s'entraînent sur des directives, sur des dispositifs qu'avec mon équipe, nous sommes en train de toujours améliorer avec des entraînements de qualité qui se remettent en cause dans de la concurrence, dans des compétitions. Et avec mon équipe, on est toujours en train d'essayer d'apporter de la qualité pour amener les jeunes, bien sûr, vers les médailles et de plus en plus vers les médailles mondiales et bien sûr, à terme, et nous l'espérons tous, en 2024, une médaille française en badminton. Voici le tableau des médailles et vous voyez bien que depuis peu de temps, notre nombre de médailles mondiales en or, ici en jaune, a bien sûr évolué. Les médailles européennes ont aussi évolué. On voit de l'or apparaître. Il y en avait peu jusqu'alors. L'or apparaît. Et quand on regarde les médailles par équipe chez les jeunes, on voit bien que d'abord, nous n'étions pas sur les podiums. Notre politique de baser les compétitions sur les jeunes a apporté des médailles d'or. Et petit à petit, nous avons construit des champions. Et dernièrement, nous avons construit la plus belle des médailles en construisant le paralympisme depuis peu. En une Olympiade, nous avons construit le paralympisme. Et grâce à Lucas Mazur, nous avons eu 2 médailles d'or sur des championnats du monde para-badminton. Et nous avons un jeune ici, que vous connaissez sûrement, Christophe Popov, qui au niveau mondial a été chercher une médaille d'argent sur les championnats d'Europe. Donc ces quelques photos vous permettent de voir que nous avons progressé vers l'or, que nous sommes présents avec les jeunes sur les compétitions européennes sur la plus haute marche et maintenant avec les seniors, nous sommes sur les plus hautes marches au niveau européen et nous avons bien l'intention de faire comme Lucas Mazur, aborder les Jeux Olympiques de Tokyo puis les Jeux Olympiques de Paris en ayant l'espoir de conquérir la plus belle des médailles. Adrian, je crois que c'est à toi.
Hop, on recommence. J'espère que je ne vous lasse pas trop. Je suis vraiment impressionné par votre présence. Et vraiment, je suis enchanté de pouvoir vous présenter le badminton français. Mais j'ai un petit problème. Hop, parfait. Donc, euh, deuxième partie, nous avons parlé du haut niveau. Et maintenant, je vous propose que l'on parle du badminton pour tous les Français, qui fait partie aussi des missions fortes sur lesquelles l'État me demande de travailler, mais sur lesquelles aussi la fédération s'engage pleinement, parce qu'en France, le badminton, la fédération de badminton, c'est 70% de membres qui ne font jamais de badminton en compétition. Donc, bien évidemment, il faut s'occuper des joueurs qui veulent faire de la compétition, mais bien évidemment, il faut s'occuper des 70% qui ne font pas de compétition et qui forment tous ces fanatiques de badminton, c'est-à-dire ceux qui, comme vous, comme moi, aiment le badminton par-dessus tout. Personnellement, je ne suis pas un joueur de badminton de haut niveau comme les Christophe. Je suis un joueur de volley-ball qui un jour a rencontré le badminton et est devenu un amoureux du badminton et un amateur de badminton. Voilà ma petite histoire. Et je crois que c'est l'histoire de beaucoup de sportifs et que c'est l'histoire aussi de beaucoup de Français d'être tombés amoureux du badminton. Voici tous les acteurs qui sont les cibles de la fédération. Les plus jeunes, les plus vieux, les femmes, le para-badminton, le badminton pour tous les citoyens, le badminton santé, le badminton à l'école, le badminton partout et bien sûr un badminton qui rayonne à l'international. On va commencer par les plus jeunes. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Quel dispositif avons-nous mis en place pour permettre aux jeunes de pratiquer dans des bonnes conditions? Christophe vous l'a dit, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle le Pass Badminton, qui cherche à préparer les plus jeunes joueurs à jouer au badminton. Ce sont 5 plumes qui définissent des niveaux de pratique et qui permettent aux jeunes de se développer dans un badminton qualitatif qui, s'il le souhaite, lui permettra de rejoindre éventuellement du bon niveau. Premier niveau, c'est se préparer à jouer au badminton. Deuxième niveau, c'est devenir un joueur de badminton, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à faire de l'opposition. C'est aussi, dans un troisième temps, c'est prendre de l'information. Puis ensuite, c'est agir avec des intentions. Et là, on commence à rentrer dans la dynamique du vrai badminton, l'acte tactique, pour ensuite construire un problème aux adversaires. Et là, on est en plein déjà dans la possibilité de donner, grâce à ce badminton qualitatif construit dans toutes nos écoles de jeunes, la possibilité d'aller faire de la compétition, mais tout simplement, déjà, se faire vraiment plaisir en jouant peut-être contre son papa ou contre sa maman. Particulièrement important, c'est qu'en France, la catégorie des vétérans, c'est-à-dire des joueurs les plus vieux, commence à partir de 35 ans. Mais quand on regarde la pyramide des âges de notre fédération, on peut constater que les joueurs de badminton, c'est comme un peu Tintin. Tintin, vous savez, cette bande dessinée qui intéresse les jeunes de 7 ans à 77 ans. Eh bien, nous, au badminton en France, nous avons des membres qui ont plus de 80 ans. Donc, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif senior, c'est-à-dire le dispositif pour les personnes les plus âgées, qui se divise en 5 niveaux, 35, 45, et puis comme ça on monte, pour aller jusqu'aux plus âgés. Et vous avez ces quelques photos de personnes très âgées qui font du badminton. Et nous rencontrons un grand succès dans ce dispositif à l'intérieur des maisons de santé pour les plus vieux qui, aujourd'hui, trouvent dans le badminton, parfois avec des petits ballons de baudruche ou des petites balles, une activité dans laquelle ils se font plaisir et ils ont plaisir à bouger. Donc voilà,
tout notre dispositif, qui est donc le dispositif senior. Troisième public sur lequel nous avons porté toute notre attention, c'est le badminton pour le public féminin. Pourquoi? Parce qu'en France, 70% des personnes qui font du sport sont des hommes. Et simplement 30% des femmes font du sport. Et c'est exactement, à quelque chose près, le pourcentage de notre fédération. Dans notre fédération, c'est 36% de femmes et 64% d'hommes. Il nous a donc fallu mettre en place un dispositif, et c'est l'État français, rappelez-vous, égalité pour tous, qui nous a demandé de faire des plans, de mettre en place des dispositifs avec la fédération pour porter le badminton français. Donc nous avons mis en place différents dispositifs, entre autres un dispositif qui ici s'occupe des plus jeunes talents le plus tôt possible, le dispositif Fitminton qui permet aussi de faire du fitness en même temps que nous faisons du badminton. Et puis, dernièrement, en France, on a pu constater que trop de violences étaient faites aux femmes. Trop de violences étaient subies par les femmes, dans le sport, partout dans leur vie. Donc, la fédération a positionné une charte, une convention d'éthique pour tous ces licenciés. Donc, vous voyez, ce sont tout un tas de dispositifs sociaux qui sont orientés vers la pratique féminine de façon à répondre à ce souci français de proposer à tous les citoyens français une possibilité de pratique physique au travers d'un sport magnifique qu'est le badminton. Dispositif aussi qui a été particulièrement fort depuis les 2 dernières Olympiades. Nous avons souhaité développer le badminton pour les gens, pour les personnes en situation de handicap. Que ce soit du handicap en fauteuil, du handicap debout, du handicap bien évidemment sur les membres supérieurs et inférieurs, mais aussi chez les gens de petite taille et aussi chez les sourds. Nous avons mis en place tout un tas de dispositifs et en 8 ans, pas moins, pas plus, nous sommes arrivés à pouvoir être présents sur les championnats du monde et faire des médailles, la plus belle des médailles bien sûr, la médaille en or de Lucas, mais aussi un double mixte, mais aussi des médailles en double homme. Donc vous voyez, on est parti d'un dispositif pareil, social, demandé par l'État. L'État nous a dit, messieurs, travaillez avec la fédération pour développer cette démarche vers le handicap. Nous l'avons mise en place avec la fédération, une fédération qui est soucieuse de s'occuper de tous ses licenciés pour arriver à faire ces belles médailles. En ce moment aussi, la France répond à un besoin de santé fort. La France s'aperçoit que si on fait du sport, comme partout dans le monde, eh bien, on est en meilleure santé. Eh bien, on fait des économies. Et comme tous les pays du monde, la France cherche, bien sûr, à faire des économies. Et c'est si facile de faire des économies de santé quand on peut faire du sport. Eh bien, la France et le badminton, grâce à son président, Florent Chaillet, qui est docteur, a poussé pour mettre en place un médicosport. C'est-à-dire que tous les médecins français, aujourd'hui, peuvent prescrire, lorsqu'il y a des problèmes de certains types de maladies, peuvent prescrire à leurs patients, aller faire du badminton, et ce badminton vous donnera la possibilité de vivre mieux et de répondre à certaines thérapies de certaines maladies. Donc, je trouve que c'est une très très belle initiative de notre fédération d'avoir répondu à cet appel de l'État, et nous sommes très très fiers aujourd'hui de porter donc ce médicosport, c'est-à-dire c'est une énorme référence livresque dans lequel le badminton est positionné sur certaines thérapies de certaines maladies. C'est peut-être la diapositive la plus importante. C'est que l'État nous demande de travailler avec l'école. Mais moi, je dis, ce n'est pas l'État qui nous le demande.
c'est tout simplement la fédération. Si aujourd'hui, vous voulez développer le badminton, il faut que le badminton soit connu. Et quel est le plus bel endroit en France où on peut proposer à tous les élèves une pratique physique comme le badminton, si ce n'est l'école? Donc, avec la fédération, avec les collègues, mes collègues cadres d'État, nous avons poussé pour que le badminton rentre à l'école. Et nous avons fait même mieux. Nous avons positionné le badminton à l'intérieur des diplômes scolaires. Ce qui fait que tous les enfants en France savent ce qu'est le badminton. Et si demain, ils ne nous rejoignent pas au sein de notre association, peut-être que leurs enfants viendront nous rejoindre. Donc vous voyez, le problème de l'école, dès le plus jeune âge, puis ensuite, entre 10 ans et 18 ans, puis ensuite en étant universitaire, est fondamental pour le positionnement du badminton et pour la culture du badminton. Aujourd'hui, on a bien conscience que le badminton doit aller aussi à l'extérieur. On ne peut pas se contenter de faire du badminton. Il faut sortir, il faut faire du badminton partout, dans les terrains. Tous les terrains peuvent nous accueillir. Un poteau, un filet, et c'est parti. Et vous savez bien, et vous savez tous, qu'aujourd'hui, la BWF, évidemment, promeut un badminton qui va à l'extérieur. Mais attention, nous en France, on doit aller à l'extérieur, on doit aller aussi dans les gymnases, et notre métier, nous en tant que fonctionnaires d'État, c'est de s'assurer que les gens, que les Français puissent pratiquer dans de bonnes conditions, dans des bonnes conditions de gymnase, dans toute la sécurité. Donc notre travail aussi a été d'apporter un référentiel technique de qualité pour s'assurer que les Français jouent dans de bonnes conditions et aussi qu'ils travaillent dans une certaine responsabilité écologique pour ne pas faire n'importe quoi. Donc vous voyez, c'est un badminton partout, structuré autour de la sécurité, allant partout et surtout ne laissant pas de traces nocives dans ce monde qui pourrait avoir mal à cause du badminton, mais qui, je crois, grâce au badminton, peut aller beaucoup mieux. Enfin, et ça c'est le travail d'Olivier surtout, c'est de positionner le badminton français au travers de la devise française, au travers de cette fédération très forte, eh bien, le badminton un petit peu partout dans le monde. Et cette slide que vous pourrez regarder nous permet de travailler sur toute la planète avec le badminton francophone, avec la BWF, avec Badminton Europe, notre confédération, mais aussi la confédération des pays méditerranéens qui nous permet de nous développer, de faire de la concurrence, de faire des compétitions et bien au-delà, de positionner notre politique française à l'intérieur d'un partage avec l'ensemble des pays. Et ce soir, mais quel bonheur de partager avec vous. On est tout à fait là-dedans, dans cette stratégie internationale. Alors demain, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va être le badminton de demain en France? Il va essayer d'aller encore plus partout, dehors, sous la tour Eiffel, sur les ponts, sous les ponts, il y en aura partout. Du badminton partout. Ensuite, on va essayer bien sûr de gagner des médailles de qualité. On va continuer à travailler sur ce badminton pour tous. Un badminton pour tous, vous avez bien compris, pour les handicapés, les anciens, les jeunes, en s'intéressant surtout aussi à la pratique féminine. Un badminton dans une société qui avance et qui, bien sûr, promeut la liberté et nos valeurs importantes en France. Un badminton dynamique, fait de mixité pour la jeunesse, une passion. Et ça, c'est le travail de mon équipe, c'est partager la passion que nous avons tous pour ce badminton, c'est le travail de la fédération de pouvoir donner les moyens. Ensuite, et je vous rappelle, de toute façon, c'est volontaire, ces gens qui donnent du bien, qui donnent de leur âme gratuitement pour des amateurs de sport qui font tourner avec leur cotisation le système, avec une fédération forte, accompagnée d'un État fort, à côté d'eux, qui construisent le badminton français pour faire demain des plus belles médailles que l'on puisse attendre, à savoir bien sûr la médaille olympique
et que nous espérons tous, bien sûr, à Paris 2024. Voilà, j'en ai terminé. Je suis triste d'en avoir terminé parce que c'est passionnant d'être avec vous ce soir. J'espère vous avoir convaincu que le badminton français, c'est un badminton qui avance avec des hommes, pour des hommes, avec cette volonté farouche de développer la devise française pour tous, en étant libre et dans un véritable esprit de fraternité. Et je vous remercie parce que ce soir, c'était ça, un véritable esprit de fraternité, et je vous en remercie. Merci beaucoup Philippe. Je vous raconterai que j'ai des personnes qui vont se recevoir des salutations depuis Pérou, Costa Rica, Mexique, Colombie. Et donc, votre position était bien reçue. Et j'ai quelques questions que je voudrais vous poser. Parmi ces questions, c'est quand vous avez conçu ces programmes, vous avez pensé dans une première phase ou étape pour le développement de l'autre performance dans votre pays? Ou est-ce que vous avez pensé plutôt à, à créer à préparer une bonne fondation, une base sur laquelle vous construirez celui qui viendrait au futur? Je crois qu'il ne faut pas, il faut réfléchir par rapport au badminton pour l'épanouissement de tous. Et le badminton pour l'épanouissement de tous, c'est pour faire de la performance, mais c'est aussi pour monsieur et madame tout le monde, et se donner les moyens de faire ça. Donc évidemment, quand on fait de la performance, c'est bien évidemment construire les moyens de la performance. La performance se construit, elle s'apprend. Le badminton s'apprend comme toutes les autres pratiques physiques. Et ça a été cela que l'on a posé comme socle, comme départ. Mais ça, c'est pour tous les dispositifs. Le badminton est central. Et c'est à partir de ce badminton central que l'on construit la performance. Le badminton pour les plus vieux, le badminton pour les handicapés, c'est le badminton qui est au centre. Et le badminton, quelle que soit son activité, c'est toujours une performance. Quand je joue contre mon ami et que je gagne un point, c'est une performance. C'est ça l'âme du badminton. Bon, j'ai appris pas mal de ce que vous avez parlé tant qu'entraîneur et des joueurs. Nous, tant que coach de badminton, nous venons de fois des autres sports aussi. Et le badminton nous a captivés aussi. Et donc, la pratique des badminton pour tout le monde, je pense que c'est une bonne alternative pour que si on veut le pratiquer dans notre pays, chez nous, et de le transformer dans un grand sport, de plus en plus que nous avons des amateurs de ce sport, de plus en plus de popularité qu'il aura. Et c'est à nous de créer cette popularité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette initiative? Qu'est-ce que serait le parcours à suivre pour demain? Et si on peut garder aussi leurs performances. La première étape, c'est de faire que le badminton soit connu, qu'il soit un élément culturel de tous les pays, qu'il fasse partie des sports connus dans tous les pays. Pour cela, la première des choses, si j'avais un conseil, c'est évidemment de positionner le badminton à l'école, partout dans toutes les écoles. C'est fondamental. Faire que tous les élèves jouent au badminton. Et à partir de là, la culture du badminton va se construire. Et ensuite, ce sont des choix. Accompagner un joueur ou accompagner une équipe, ce sont des choix. Mais au début, il faut amener la culture du badminton. Je suis complètement d'accord avec vous. J'ai une question du professeur Roberto Cruz du Mexique qui, qui a vu un peu le programme que vous savez, qui a lancé pas mal les outils pour les coachs. Il voudrait que vous parliez un peu sur ce programme. Le programme des coachs,
pareil, a été structuré étape par étape. Au début, c'était essentiellement entraîner le badminton. Voilà. C'est-à-dire qu'on a appris à faire les coups, on a appris le badminton tactique, on a appris, voilà. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il fallait structurer professionnellement l'entourage de ce badminton. Donc, nous avons créé des démarches pour amener nos entraîneurs à devenir des professionnels. Des professionnels qui pouvaient être employés par des clubs avec un projet fort. Donc, premier temps, c'est former au badminton et ensuite professionnaliser et ensuite, au travers de tous les dispositifs, donner les moyens de financement pour payer ces professionnels. En 3 étapes. Premier temps, apprendre le badminton. Deuxième temps, des professionnels. Troisième temps, donner la possibilité économique de faire vivre ce badminton. Parfait. Alors, quelque chose que j'ai vu aussi. En Europe, j'ai vu qu'ils ont commencé à développer les mini-badminton avec, avec des différentes stratégies, tant pour l'auteur de filet aussi, la taille de terrain, la taille de la raquette. Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport au développement dans les plus jeunes âges ainsi que dans les tournois de compétition pour celui qui sont moins de 10 ans? C'est quoi le badminton? Le badminton, c'est un terrain, un volant, des raquettes légères, et puis essayer de faire tomber le volant de l'autre côté. D'accord? C'est le badminton. Ce n'est pas la hauteur du filet qui définit le badminton. C'est bien évidemment la possibilité de marquer le point. Et quand on est jeune, il est évident que le terrain n'est pas dans la tête, n'offre pas les mêmes possibilités que quand on est adulte. Donc nous, en France, on a positionné un filet plus bas pour pouvoir construire le plus important. C'est, dès le plus jeune âge, construire la tactique en badminton. Je reprendrai simplement les termes d'un très grand coach qui est venu en France et qui s'appelait Lars Sologub et qui a été repris ensuite par pas mal de coachs, Jack Donnay, Ian Wright, moi-même. On a été, mais même moi je ne suis pas un grand coach, mais voilà, j'ai aussi repris ça. C'est que de toute façon, le badminton techniquement n'existe pas. Ce sont les joueurs de badminton qui existent. Par contre, ce qui existe, c'est de chercher au badminton à toujours poser et résoudre des problèmes dans la même frappe. Ça, c'est le badminton. Et quand on a compris cette définition, eh bien, on cherche à construire du badminton pour poser et résoudre des problèmes aux différents âges de la vie et aux différentes capacités des joueurs. Parfait. J'ai 3 courtes questions. Alors, qu'est-ce que c'est votre opinion sur le programme des Shuttle Time qui est implémenté par la BWF? Après, j'ai une question ici d'Argentine qui pose la question: quelle est la logistique que vous avez utilisée au début lorsque vous avez besoin de matériel et de volants pour les jeunes? Et une dernière question: et quelle est votre opinion sur l'ère badminton en actualité? Shuttle Time, formidable. Fantastique. Intelligent. Très intelligent, un programme très intelligent qui peut se faire partout, pour les plus jeunes, pour les plus formidables. Juste, ce programme a été écrit par Ian Wright, avec qui nous avons beaucoup travaillé en France, et on retrouve un peu l'inspiration française. Donc, je dis encore plus formidable. Voilà, c'était… voilà. Donc, moi, Shuttle Time,
Super. Le problème des raquettes, le problème des volants a été un vrai problème. Un vrai problème. Parce que c'est vrai que ça coûte cher. Voilà. Pour des enfants, ça peut coûter cher. Pour des familles, ça peut coûter cher. Donc, au départ, les clubs de badminton achetaient et prêtaient des raquettes aux enfants. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer. Et à l'école, pareil. C'était l'école qui achetait le matériel et on prêtait le matériel aux élèves. Maintenant, aujourd'hui, on voit que les élèves dans les établissements scolaires viennent avec leur propre matériel. Deuxième difficulté, le volant. Le volant en plastique, c'est très bien pour commencer à faire du badminton, mais rapidement, on s'aperçoit que ça limite pour aller vers le très haut niveau. Mais il faut se servir de tous les outils pour pouvoir faire du badminton, voire même pour les plus vieux et pour les tout petits, des ballons de baudruche. Pourquoi pas? C'est pas grave. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut toujours être dans cette logique de ce que je disais tout à l'heure, poser, résoudre des problèmes dans une même frappe. Ensuite, air badminton. Partout, formidable, formidable. Avec le nouveau volant, superbe. Le 3-3, c'est l'avenir, le 3-3. Comme le beach volley, comme toutes les pratiques extérieures, le badminton, je reste persuadé, va devenir dans 12 ans, 16 ans, un sport olympique aussi dehors. Parce que le 3-3, ça va être, je crois, le 3-3 mixte risque de devenir une activité fantastique, exceptionnelle et accessible à tous. Et ça, bravo. Bravo à la BWF d'avoir sorti le air badminton. Bravo. Je crois qu'il nous reste pas mal de choses au futur à voir et on doit les travailler aussi. Et Philippe, vous savez très bien que le badminton en Amérique latine, c'est un sport qui est en train d'évoluer, qui peu à peu est en train de trouver son chemin. Tant que professeur d'éducation physique sportive, qu'est-ce que sont les notions clés ou le point clé à remarquer ou à nous conseiller, surtout pour les pays qui n'ont pas beaucoup de ressources économiques? La première chose, dans les pays justement à faibles ressources économiques, c'est de se positionner fortement à l'école. Puisque l'école, à un moment ou à un autre, les enfants auront envie de bouger. Mettons du badminton dans les cours, prêtons des raquettes. S'il n'y a pas ça, ça sera difficile. Ensuite, allez faire comprendre à l'État, à vos États, que aider le badminton, c'est aider une nation à vivre mieux ensemble. Le badminton, on peut faire jouer une femme contre un homme avec un filet qui les sépare. On peut faire jouer deux religions différentes sans que les religions ne se touchent. Donc, c'est un sport de mixité totale. Donc ça, je crois que ce sont des discours que les États peuvent entendre dans une logique démocratique, faisant qu'il est plus facile de vivre ensemble en faisant du sport. Et surtout, en faisant du badminton. Merci Philippe. Il me reste qu'une minute. Donc, si vous avez un message pour conclure à toute notre audience qui vous écoute aujourd'hui. Écoutez, gracias, merci, thank you. Et j'étais très impressionné. Et ce soir, grâce à vous tous, peut-être que moi-même, grâce à vous, grâce à vos remarques, grâce à cette organisation panaméricaine, peut-être que le badminton français est un petit peu plus fort aujourd'hui grâce à ce temps de partage. Donc je remercie très sincèrement le badminton panaméricain. Merci Adrian, merci à tous ceux qui ont permis
ce temps de partage. Et vraiment, j'ai été très impressionné et je vous remercie avec grande sincérité pour tout ce que vous avez amené au badminton français. Et n'hésitez pas à solliciter le badminton français. N'hésitez pas à solliciter Olivier Bim, dont c'est la mission. Et nous serons toujours très, très, très heureux de partager avec vous comme on l'a fait ce soir. Donc, un grand merci et j'espère avoir répondu à vos attentes. Merci Philippe. Je voudrais partager notre remerciement et merci d'avoir partagé ton expérience. C'est toujours un plaisir de parler avec vous et de parler autour de ce sujet et de développement sur des autres pays du monde. Merci beaucoup. Et merci encore et j'espère que vous passez une bonne soirée. Et un grand sourire à Juan aussi. Hein, un grand sourire à Juan qui m'a beaucoup aidé. Voilà. À notre famille de badminton, préparez votre téléphone portable afin de capturer les codes QR. Nous vous invitons à notre prochaine ou à notre dernière émission de la session où nous aurons le plaisir d'écouter l'exposition d'un des travaux de recherche qui a gagné la bourse de notre convocation intitulée Proposition d'initiation au para-badminton pour les enfants en fauteuil roulant. Cette émission sera à la charge de Aline Miranda Strapazon du Brésil. Alors, cette émission aura lieu le mardi 13 octobre à 15h heure de Lima, GMT-5. S'il vous plaît, si vous avez des idées ou des propositions sur des sujets de votre intérêt, faites-nous le parvenir sur les chatbox. Aussi, regardez notre chaîne YouTube afin de regarder toutes les autres émissions, inclus ceci, que nous avons organisées. Au nom de la Fédération panaméricaine du badminton, nous vous remercions de votre accompagnement et nous espérons aussi que c'était de votre plaisir. Salutations à distance, gardez bonne santé et à bientôt.